Ici Grand Papis et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la létalité du coronavirus est-elle sous-estimée? 214 décès sont enregistrés au Sénégal, dont 3 rapportés aujourd'hui. L'urgence est signalée à Ziguinchor. La région dépasse la moyenne nationale. Sur 262 Covid+, 15 patients ont succombé. Le médecin-chef région sonne l'alerte. Les chiffres sont tronqués. La situation est plus alarmante que présentée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Selon le cadre unitaire des syndicats de la santé pour une justice sociale, ces agents de la santé ont tenu une marche pour dénoncer leurs conditions de travail, notamment un déficit en personnel. Saccage du siège des Échos, la coordination des associations de presse du Sénégal monte au créneau. Selon la CAP, cet acte de terreur planifié appelle à une condamnation de tout patriote. Aux dernières nouvelles, 6 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Isolés, difficile d'accès, les commerçants de Sandaga se plaignent de l'état du lieu de recasement, le champ de course. Les 383 commerçants recensés s'installent petit à petit avec beaucoup d'amertume, vous le verrez. Nos équipes étaient sur place. 30 morts et 3000 blessés, c'est le bilan d'une double explosion à Beyrouth au Liban. Les déflagrations ont secoué le secteur du port. L'origine est en cours d'investigation. Le président libanais Michel Aoun a convoqué le Conseil supérieur de la défense. La létalité du coronavirus suscite de sérieuses inquiétudes. 214 personnes ont succombé à la Covid-19, dont 3 rapportées aujourd'hui. 41 personnes sont prises en charge dans les services de réanimation. Le coronavirus tue plus que la moyenne à Ziguinchor. La situation inquiète le médecin-chef région. Selon lui, Ziguinchor dépasse de 3 points la moyenne nationale. La région a enregistré 15 décès officiellement liés à la Covid-19. Moi, quand je vois des fois le comportement des populations, c'est comme si c'était la fin de l'épidémie, c'est comme si le virus ne circulait pas, alors qu'actuellement, tous les départements de la région sont touchés, tous les districts sont touchés. Donc, pour vous donner quelques chiffres, quand je prends le département de Ziguinchor, donc ils sont actuellement à 210 cas confirmés depuis le début. Donc, vous prenez le département de Bignona, ils sont à 40 cas. Le département de Goussi à 12 cas. Donc, ce qui fait un total de 262 cas pour la région. Et dans ces 262 cas, donc, nous avons dénombré 15 décès. Donc, quand vous faites un peu le rapport, le taux de mortalité, vous voyez rapidement que nous sommes presque à plus de 5%, n'est-ce pas, de mortalité, ce qui est très grave et ce qui est vraiment au-dessus même de la moyenne nationale. Parce que jusqu'à hier, je crois, on était à 2344 décès. Pour 10 344 cas confirmés pour 209 décès. Donc, quand vous faites le rapport aussi, donc ça vous donne 2% donc, de mortalité. Actuellement, nous sommes à 5%. Donc, ça veut dire que la situation est grave. Voilà. Et vraiment, je voudrais lancer un appel aux populations pour qu'ils respectent encore les Les personnes âgées sont plus enclines à développer la forme grave de la maladie. Beaucoup parmi elles vivent avec des comorbidités. D'autres sont plus vulnérables en raison d'un système immunitaire affaibli par le poids de l'âge. Le risque est donc réel chez cette tranche de la population. Comment protéger nos seniors? Nos équipes ont rencontré le professeur Mamadou Koumé. Il est le chef du service gériatrie du CHU de Fann. Ibou Diouf, Diafaraba. Le coronavirus reste un casse-tête pour le personnel de santé et les gouvernants. Les personnes âgées sont parmi les principales victimes du virus Covid-19. Le service de gériatrie est donc en première ligne sur le front contre cette pandémie. Nous avons enquêté au Sénégal le profil pathologique du sujet âgé, dominé par les affections cardiovasculaires, en tête desquelles l'hypertension artérielle suivie du diabète. Et vous savez que ces deux affections aussi sont des comorbidités qui constituent des facteurs de risque dans le cadre du Covid. L'âge, les comorbidités font que la personne âgée est vraiment vulnérable. Dans la prévention contre le coronavirus, les spécialistes de la santé insistent sur le respect des mesures barrières, mais aussi sur la communication. Le dépistage précoce permet une prise en charge précoce avec un résultat thérapeutique garanti.
Donc l'idée, c'est vraiment de faire un appel aux personnes qui sont porteurs de ces maladies-là, de continuer la prise en charge thérapeutique et de prendre le médicament, parce que les maladies chroniques-là, le traitement, c'est un traitement à vie, au long cours. Les recherches ont prouvé que le troisième âge demeure des sujets à risque face au coronavirus. Autre constat, ces Sénégalais qui délaissent le port de masque. D'où cette interrogation, que faire pour mieux protéger les personnes âgées? Donc, je dis aux jeunes qu'il faut éviter deux choses. Il faut éviter une honte et une douleur. La honte d'avoir transmis, d'être sûr qu'on a transmis la maladie à un proche parent, et la douleur de l'avoir perdu parce que le Covid l'a emporté. Si vous voulez protéger vos parents, si vous voulez garder vos parents en vie, portez vos masques, parce que le masque protège vos parents. Donc ça vraiment c'est le symbole. C'est un symbole d'amour vis-à-vis de ses parents. Quelqu'un qui aime ses parents doit porter son masque. Au moment où le virus Covid-19 fait de plus en plus de victimes, la communauté gériatrique et gérontologique continue sa mobilisation envers les personnes âgées. Objectif est de protéger cette frange de la population contre ce virus mortel. Et pourtant, les chiffres officiels ne reflètent pas l'exactitude de la situation épidémiologique. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour une justice sociale rejette ce bilan officiel. Ces agents de la santé ont tenu une marche ce matin pour dénoncer leurs conditions de travail. Fadbintou Conté et Tierno Loromendi. Il est temps de leur dire la vérité, la population sénégalaise, sur l'évolution de la pandémie du coronavirus. Chersek, le coordonnateur du syndicat des travailleurs de la santé pour une justice sociale, révèle que l'État falsifie actuellement les chiffres. Disons aux Sénégalais les vérités. Et malheureusement, les gens ne disent pas la vérité au Sénégal. Potentiellement, il y a 10 personnes. Et que vous savez, si vous testez les 10 personnes, les 10 vont être positifs. Vous préférez tester les 5. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir au-delà de 5 personnes. Au début, ils testaient tout le monde, les cas contacts et les cas asymptomatiques. Et en ce temps-là, le nombre était beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Actuellement, ils ont dit qu'ils ne vont plus tester ni les cas contacts ni les cas asymptomatiques. Ils ne testent que les cas qui présentent les symptômes. Or, en ce temps-là, c'était presque 60 à 110%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nombre qu'ils ont, les 100, vous les multipliez par 7, ça veut dire que ça doit être le nombre exact. Dans le sillage du déroulement de leur plan d'action, ces agents de santé comptent à partir de ce 31 août procéder à une rétention d'informations. La rétention d'informations, c'est le 31 août. On va démarrer après le 31 août, il y aura une rétention d'informations, l'ensemble du territoire national. Donc toutes les données sanitaires, nous allons les retenir. C'est pour montrer aux bailleurs que c'est nous qui détenons le système. Chersek et ses camarades s'estiment lésés dans ce système sanitaire dont les priorités sont autres, dit-il. Aujourd'hui, le problème du déficit en personnel, nous sommes 8 000 agents dans la fonction publique, c'est 40 000. Au moment où les autres sont plus de 90 000. Alors que le besoin est là. Et c'est des gens qui sont diplômés. Pourquoi on ne les intègre pas dans la fonction publique une bonne fois pour toutes? Ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est sur le régime indemnitaire. Nous sommes les seuls dans la fonction publique à ne pas avoir l'indemnité de logement. Ils ont battu le macadam jusqu'au ministère de la Santé pour se faire entendre. Merci Fadbintou. Et puis reparlons de la disparition du calife de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Avec l'hommage d'un imam américain d'origine sénégalaise, l'homme est établi à Medina Baye depuis plus de 2 décennies. Hanif Abdurrahman, selon lui, le rappel à Dieu du calife est une perte pour toute la Oumma islamique. My name is Imam Hanif Abdurrahman. I'm from America, the city of Detroit. Je m'appelle Hanif Abdurrahman. Je suis américain de la ville de Détroit où je suis imam d'une mosquée, ancien talibé de Cheikh Hassan Cissé. Aujourd'hui, j'ai fait allégeance à Cheikh Mahi. J'ai vécu une vingtaine d'années au Sénégal où j'ai appris le Coran. La disparition de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, c'est une grande perte parce qu'il était un grand leader et c'était aussi un grand homme. Mais nous savons que quand Dieu nous arrache quelqu'un, il nous en donne un autre. Nous devons savoir que quand nous venons au monde, c'est par la volonté divine. Il en est de même lorsque nous quittons ce monde. Donc il nous faut intégrer cet état de fait parce que Dieu le veut ainsi. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse va énormément nous manquer. Nous l'aimons beaucoup et c'est une grande perte pour nous. Aux États-Unis, tous les musulmans, particulièrement les Tidianes, se désolent vraiment de cette situation. Ils prient
Tous, un bon nombre d'entre eux voudraient assister aux funérailles. Ils veulent bien venir à Medina Bay, mais avec la situation des frontières aériennes, ça peut être difficile. Même s'ils n'y parviennent pas, de toute façon, ils peuvent se contenter de prières là où ils sont et organiser des cérémonies à l'intention d'un grand homme qui est parti. Puis dans un autre registre, les présumés auteurs du saccage du siège du journal Les Échos seraient arrêtés. Ils sont 6 personnes au total. Ces individus seront auditionnés à la section de recherche de Colobane. Et puis toujours à propos de cette affaire, la coordination des associations de presse du Sénégal condamne une tentative de museler la presse. Selon la CAP en appelle à la responsabilité de l'État du Sénégal. Nous, association de la presse, regroupés au sein de la coordination des presse du Sénégal, CAP, dénonçons avec la dernière énergie l'agression perpétrée contre le siège du journal Les Échos par un groupe d'individus le 3 août 2020. Cet acte de terreur, lâche et visiblement planifié et coordonné, appelle une condamnation de tout patriote soucieux du devenir démocratique de notre pays, le Sénégal. Cette tentative de museler la presse sénégalaise intervient dans un contexte où cette vaillante corporation n'a pas fini de pleurer la perte de soldats de la démocratie. La CAP en appelle à la responsabilité du gouvernement de la République du Sénégal afin que la sécurité des journalistes soit une réalité institutionnelle, d'abord avec le parachèvement des textes réglementaires qui sont toujours en souffrance dans les arcanes du pouvoir. La CAP se réjouit de l'élan d'indignation noté chez tous les républicains et espère promptement que la suite judiciaire qui sera attachée à cette affaire sera assez exemplaire pour que de pareilles agressions ne se reproduisent dans notre espace public. C'est avec acrimonie que les ex-commerçants de Sandaga s'installent au champ de course. Faute de place, certains vont devoir se séparer de leurs employés car les magasins sont étroits selon eux. Les cantines ne peuvent pas contenir le stock de marchandises. Un vrai écueil avant de recevoir les prochains clients. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Pape Sangounembay. Chernia et certains de ses camarades s'installent timidement malgré eux. Ces commerçants déplorent l'étroitesse des cantines. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu mettre tous leurs bagages. C'est le quart de mes utilisateurs qui sont venus. Le quart. Moi, je peux dire que je suis réduit au quart. La majeure partie de mes bagages, je les ai laissés là-bas à la maison. Mais parce que moi, j'avais... Vous voyez cet espace-là, multiplier ça par 4, c'est ça que j'avais. Moi j'ai 4 employés qui travaillent, je suis obligé de libérer les 2. Il n'y a pas assez d'espace, c'est étroit, il n'y a pas assez d'espace pour loger les 4. C'est pas un travail vraiment sérieux. Vraiment, je n'apprécie pas la qualité du travail. Moi, par exemple, j'avais une cantine de plus de 2 mètres. Maintenant, je me retrouve avec une petite cantine. Vraiment, c'est pas normal. Les gens viennent à compte-gouttes, petit à petit. Actuellement, nous sommes en train de nous installer. Il y a des gens qui sont retournés au village pour continuer la fête de la Tabaski là-bas. Mais il y a des gens qui sont en train de s'installer. Moi, je vais m'installer tout à l'heure. Même s'ils trouvent le site accueillant, les commerçants estiment que le champ des courses est difficile d'accès. Il y a des cantines qui sont très étroits comme la mienne, mais à part ça, le site est vraiment acceptable. Il y a toutes les commodités y sont, à part que l'endroit est un peu isolé et difficile d'accès. Non, le site est bien.
Le site est bien, c'est bien structuré, c'est bien placé, les numéros sont bien. Là, on ne se plaint pas. Pour l'instant, pas l'ombre d'un client. Les marchands veulent un accompagnement de l'État pour une meilleure promotion du site. Je pense qu'il faut de la publicité dans les organes les plus suivis, comme la RFM ou la TFM, pour dire aux clients, maintenant, nous avons aménagé au niveau des champs de courses. Pour le moment, il n'y a pas de clientèle. Nous sommes en train de nous installer. Nous devons être très patients parce que d'ici quelques mois, je pense que la clientèle va se faire rare. Selon les responsables, les 383 commerçants recensés ont chacun une clé. Toutes les cantines sont numérotées avec le nom du propriétaire. Ils espèrent d'ici peu les clients vont envahir le site. Beaucoup. Orange s'explique suite à la poussée de colère déclenchée par ces nouveaux tarifs. Vous le savez, la nouvelle tarification de la gamme Illimix avait suscité une vague d'indignation. Selon l'opérateur historique, il ne s'agit nullement d'une hausse des prix. Le service a été amélioré avec 91% de baisse tarifaire. Aujourd'hui, il s'agit bien entendu d'une baisse tarifaire. Si on regarde l'évolution qui a été apportée à cette offre, en maintenant son prix à 500 francs, mais en réajustant le godet Internet qui est passé de 200 MO à 300 MO. Il en est de même pour les clients qui nous faisaient confiance également et qui souscrivaient à l'Illimix jour 1000 francs. Nous avons introduit deux nouvelles offres. Une offre Illimix semaine, appel plus avec 200 minutes et une offre Illimix semaine, Internet plus avec 2,5 gigas. Si vous comparez l'effort budgétaire pour ces clients-là qui passent de 1000 francs jour à 1300 francs semaine, vous vous rendrez compte que nous avons apporté un soulagement parce que leur budget jour passe ainsi de 1000 francs par jour à 186 francs. Si vous prenez le cas également des clients anciens souscripteurs aux offres 1900 et 5900 qui ont été retirés du catalogue, nous avons apporté avec la nouvelle gamme une innovation de taille. C'est-à-dire la possibilité offerte à nos clients maintenant de pouvoir combiner les forfaits entre eux. Et quand on parle de combinaison de forfaits entre eux, c'est-à-dire que le client peut souscrire à un forfait semaine, ajouter un forfait mois, et en faisant ces combinaisons, il peut se retrouver avec un budget maîtrisé. Typiquement, pour donner un exemple, pour un ancien client qui déboursait 5 900, il peut retrouver les mêmes usages en faisant des combinaisons entre Illimix avec un prix qui passe de 5 900 à 5 200. Litige foncier à Darou Alpha dans la commune de Notogouy-Diama, c'est dans le département de Tivaouane. Les populations sont sorties dans la rue pour dire non à l'accaparement de leurs terres. Elles accusent le maire de Notogouy-Diama d'avoir attribué 221 hectares à Filfili Safina pour un projet agro-business. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Latir. Darou Alpha dans la commune de Notogouy-Diama est secoué par un litige foncier. Les populations accusent le maire de Notogouy-Diama, Magué Ndiaye, d'avoir attribué 221 hectares environ à un promoteur privé. Mais quand M. Filifili est venu avec ses représentants, il s'est rebattu vers le maire de la commune. Ils ont posé leur deal. Ils t'appellent à la mairie, ils te disent que maintenant, votre champ a été mesuré, venez prendre votre argent. Quel argent? Quand le gars il vient, il nous dit que bon, l'hectare c'est à 1 500 000, soit 150 francs le mètre carré. Le gars, devant la panique, il finit par céder. Pourquoi? Parce qu'on lui dit que c'est Filifili, c'est un puissant, alors vendez les terres, sinon vous allez perdre. Et devant cette menace-là, quelques populations ont cédé leurs terres. Mais la plupart, la majeure partie ont refusé de céder leurs terres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une délibération. Dans un premier temps de 72 hectares, puis 102 hectares, sans pour autant consulter les populations. Les habitants de Darou Alpha interpellent directement le chef de l'État pour trouver une solution à ce problème avant que l'irréparable ne se produise. Magaï, nous allons user de tous les voies de recours, quitte à ce que nous saisissions la Cour suprême pour casser cette délibération et recouvrer nos terres. Selon les habitants de Darou Alpha, le fait d'avoir attribué ces terres à ce promoteur privé pue l'agriculture qui faisait vivre plusieurs milliers de paysans dans la zone.
La délibération a été faite en toute légalité. Mieux, selon le maire, certains paysans ont signé un protocole de vente suivant les explications du maire Magueye Ndiaye. Mais ce qu'ils disent de ce projet n'est pas vrai. Ça, c'est des décharges que des personnes conscientes ont donné leur carte d'identité et ont reçu leur somme venant du projet Fili Fili. Ils ont vendu leur carte. Voilà. Ils ont reçu leur dû venant de ces terres. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il y a quelques personnes qui veulent créer un collectif parce qu'ils ont entendu parler de Ndengler. Ce projet-là, depuis 3 ans, le Philippe a commencé à exploiter. Il a embauché 150 jeunes de Darou Alpha. Il a donné 2 fois des aides pendant les 2 gamous, 2019 et 2020. Aujourd'hui aussi, il a aidé la population de Darou Alpha pour la maladie. Maintenant, nous avons signé un protocole avec Philippe qui vient juste de commencer, qui n'a même pas encore un forage, qui a loué un forage pour démarrer. Donc le protocole ne va pas démarrer. Maintenant, les personnes qui disent que le maire a vendu leur terre à un prix dérisoire, ils n'ont qu'à me porter plainte. Parce que les personnes qui ont vendu, leur nom est là, leur décharge, c'est eux qui ont encaissé. Maintenant, si une personne lambda a des terres qu'il a acquis du droit coutumier, qu'il a cédé à un autre, le maire ne peut que vérifier si la possession est avérée, mais le conseil municipal délibère. Puis la communauté chrétienne répond à l'appel du pape François qui a exhorté, vous le savez, les fidèles à préserver l'environnement. Elle doit reboiser 20 000 plantes en une semaine dans le domaine de Ngazobil. Cette action entre aussi dans la lutte contre la déforestation. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi. Suivons là-dessus Abbé Clément Tadendiaï, économe du petit séminaire de Ngazobil avec notre équipe à Mbour. C'est une semaine de reboisement qui est initiée par la Caritas diocésaine de Dakar en partenariat avec la centrale des œuvres. Ils sont là dans le cadre de renforcer la forêt, j'allais dire le domaine de Ngazobil, qui, nous le savons tous, est menacé de plus en plus par une déforestation. Alors nous sommes là pour une semaine avec les jeunes de la Petite Côte dans le cadre de donner encore à cette nature sa raison d'être, puisque tous sont unanimes que ce domaine, cette propriété est d'une grande utilité dans la zone. Dans les prévisions pour cette semaine, il y a 20 000 pieds que les jeunes devront planter, mais entre autres, il y a eu des appuis qui sont arrivés, tels que les dons venant des eaux et forêts, et qui nous permettront aussi de pouvoir élargir tout ce qui sera fait au niveau de cette propriété, au niveau de ce domaine de Ngazobil. L'appel que nous lançons, c'est celui qui a toujours été, en tout cas, le combat de l'Église, à commencer par le pape François, par Laudato Si, qui invite tous les chrétiens, et à travers tous les chrétiens aussi, tout le monde, à préserver la nature. Et puis, je vous le disais en titre, 30 morts et 3000 blessés. C'est le bilan d'une double explosion à Beyrouth, au Liban. Les déflagrations ont secoué le secteur du port. Dans la foulée, le président libanais Michel Aoun a convoqué le Conseil supérieur de la défense, Daniel Diouf. Il s'agit de 2 fortes explosions. Une double déflagration qui a secoué Beyrouth, la capitale libanaise, cet après-midi. Le secteur du port, littéralement ravagé, une grande partie de la ville touchée. D'épais nuages de fumée orange au-dessus de la capitale, des nuages qui recouvrent entièrement la zone du port. Le bilan est très lourd, au moins 30 morts et 2500 blessés, selon une première estimation du ministre de la Santé libanais. Des déflagrations entendues dans plusieurs secteurs de la ville, des vitres de nombreux immeubles ont volé en éclats. L'origine du sinistre reste encore inconnue. Mais dans une première réaction, le directeur de la Sûreté générale a indiqué que les explosions étaient peut-être dues à des matières explosives confisquées depuis des années. L'enquête en cours devrait déterminer la nature exacte de l'incident, a-t-il confié à nos confrères du journal Le Monde. Ce soir, le président libanais Michel Aoun a convoqué une réunion urgente du Conseil supérieur de la défense. De son côté, le Premier ministre a décrété une journée de deuil national mercredi pour les victimes de l'explosion.
Le Liban qui est déjà frappé par une crise économique sans précédent. Merci beaucoup Daniel. Et puis un mot de sport avant de boucler cette édition. Le combat de lutte Guigui Reug Reug maintenant officiel. La date de l'audience de conciliation entre l'international sénégalais Cheikh Ndoye et le club français Esco Angers connu Pablo Dybala, meilleur joueur de la Serie A italienne. Le round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Le lutteur Guigui et son staff s'accordent avec Sénégal Entertainment pour croiser Reug Reug la saison prochaine. Après plusieurs atermoiements et une saison blanche, le sociétaire de l'écurie Mor Fadam de Guédiawaye a finalement accepté d'en découdre avec le pensionnaire de l'école de lutte Papa Kane de Thiaroye. Les contrats signés ne sont pas révélés pour le moment. Guigui et Reug Reug, deux lutteurs victorieux lors de leur dernier. Merci cher Sadibou, voilà c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info, c'est à vous Papy.